20 000 lieues sous les mers. C'est la consternation dans les eaux du Pacifique. Depuis quelque temps, un monstre énorme et infiniment plus rapide qu'une baleine se heurte à de nombreux navires. Le choc est même si violent que certains d'entre eux sont engloutis avec tout leur équipage. Alors que le monde entier s'interroge sur l'existence de cette créature phénoménale, le professeur Aronnax, lui, a peut-être une réponse. Laissons-lui alors la parole. À l'époque où ces événements se sont produits, je revenais d'une exploration scientifique entreprise dans les terres du Nebraska. Néanmoins, j'étais parfaitement au courant de l'histoire, car tous les journaux, qu'ils soient américains ou européens, détaillaient le phénomène sans apporter, hélas, de véritables explications. Et, en ma qualité de professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, plusieurs personnes m'ont donc fait l'honneur de me consulter. J'avais en effet publié en France « Les mystères des grands fonds sous-marins », qui faisait de moi un spécialiste du monde sous-marin. Après avoir examiné les diverses hypothèses, je concluais à l'existence d'un animal marin d'une puissance exceptionnelle, un narval géant appelé aussi licorne de mer. Cet animal est armé d'une sorte d'épée d'ivoire. C'est une dent principale qui a la dureté de l'acier, à tel point qu'on en a trouvé certaines plantées dans des carènes de vaisseaux. Mais voilà qu'un jour, à New York, on apprend qu'un steamer a vu l'animal dans les eaux septentrionales du Pacifique. Le gouvernement américain décide alors de préparer une expédition afin de purger l'océan de ce redoutable monstre. L'expédition est confiée au valeureux Farragut, commandant de la frégate l'Abraham Lincoln. Je suis invité à me joindre à l'expédition. Revenant cependant d'un pénible voyage, je n'aspirais plus qu'à revoir mon pays, mes amis, mon petit logement du Jardin des Plantes et surtout mes précieuses collections minéralogiques, botaniques et zoologiques. J'avoue que cette invitation me fait tout oublier et je suis même si impatient de partir que je crie à mon domestique « Conseil, prépare nos affaires, nous partons dans 2 heures !» Comme il plaira à monsieur. Âgé d'une trentaine d'années, Conseil m'accompagne dans tous mes voyages, sans jamais se plaindre de la longueur ou de la fatigue. Il est régulier par principe, zélé par habitude, s'étonne peu des surprises de la vie et, en dépit de son nom, ne donne jamais de conseils. Néanmoins, il a un défaut agaçant. Formaliste enragé, il ne me parle qu'à la 3e personne. À peine sommes-nous montés à bord de l'Abraham Lincoln que je suis chaleureusement accueilli par le commandant Farragut. Quelques minutes plus tard, la frégate quitte les quais de Brooklyn sous des milliers de hurrahs. Et en franchissant les eaux de l'Hudson, l'hélice du navire bat soudain plus rapidement les flots et à 8 heures du soir, il court enfin à toute vapeur sur les sombres eaux de l'Atlantique. À bord de l'Abraham Lincoln, tout l'équipage ne demande qu'à rencontrer le narval, le harponner et le dépecer, mais aussi pour les $2000 promis à celui qui signalerait l'animal. Quant à la frégate, le commandant Farragut l'a soigneusement pourvue d'appareils propres à chasser le gigantesque cétacé. Sur le gaillard d'avant s'allonge un canon capable d'envoyer un boulet à une distance de 16 km. On le voit, l'Abraham Lincoln ne manque d'aucun moyen de destruction. Mais il a encore mieux. Il a Ned Land, le roi des harponneurs. Ned Land est un Canadien d'une habileté peu commune. Il possède adresse et sang-froid, audace et ruse. Et il faut être une baleine bien maligne ou un cachalot singulièrement astucieux pour échapper à son coup de harpon. Âgé d'une 40aine d'années, Ned Land est un homme de grande taille, peu communicatif et même parfois violent. Après des jours et des jours de voyage, l'Abraham Lincoln navigue enfin sur les eaux du Pacifique, là où a été aperçu l'animal.
Désormais, je ne quitte plus le pont du navire. Et quand une baleine élève son dos noirâtre au-dessus des flots, je la regarde avancer à en user ma rétine, tandis que Conseil, toujours flegmatique, me répète « Si monsieur voulait avoir la bonté de moins écarquiller ses yeux, monsieur verrait bien davantage. » Ned Land, lui, accorde peu de crédit à toutes ces histoires. Passe son temps à lire ou à dormir dans sa cabine. Un jour, je lui reproche son indifférence, mais il me répond aussitôt « Bah, monsieur Aronnax, il n'y a rien. Ne courons-nous pas à l'aventure? On a revu, dit-on, cette bête introuvable dans les hautes mers du Pacifique. Je veux bien l'admettre. Mais 2 mois déjà se sont écoulés depuis cette rencontre, et à s'en rapporter au tempérament de votre narval, il n'aime point à moisir longtemps dans les mêmes parages. Donc, si la bête existe, elle est déjà loin. » Je me demande si le harponneur n'a pas raison. Du reste, l'équipage commence à se lamenter, et le commandant Farragut parle même de rentrer. À mon tour, découragé, je dis à Conseil « C'est une sotte affaire dans laquelle nous nous sommes lancés trop légèrement. Que de temps perdu, nous serions déjà rentrés en France. » Dans le petit appartement de monsieur et dans son muséum, et j'aurais déjà classé les fossiles de monsieur. Mais je me permets de dire à monsieur que quand on est un savant, on ne s'expose pas à... Conseil ne peut achever son compliment. La voix tonitruante de Ned Land retentit. « Oui, la chose en question, là, à tribord !» À ce cri, l'équipage tout entier se précipite vers le harponneur. Aussitôt, l'ordre de stopper est donné. Mon cœur bat à se rompre. À 2 encablures de l'Abraham Lincoln, la mer semble illuminée par-dessous. Un fait inexplicable, souvent mentionné par de nombreux capitaines. Soudain, l'animal fait le tour de la frégate, puis s'éloigne de 2 ou 3 milles. Tout à coup, le voilà qui fonce vers l'Abraham Lincoln avec une effrayante rapidité. Puis s'arrête brusquement, avant de reparaître de l'autre côté du navire. À chaque instant, une collision peut se produire qui nous serait à coup sûr fatale. Vers minuit, cependant, il disparaît. Mais, à 1h moins 7 du matin, un sifflement assourdissant se fait entendre, semblable à celui que produit une colonne d'eau chassée avec une extrême violence. Appelé par le commandant, Ned Land écoute attentivement ce curieux bruit, puis annonce « Je n'ai jamais entendu des baleines faire autant de bruit en rejetant l'eau de leurs évents. C'est bien un cétacé qui se tient sous nos eaux. Monsieur, avec votre permission, je vais lui dire 2 mots du bout de mon harpon. Forcez la vapeur si vous le pouvez. » La vitesse de l'Abraham Lincoln s'accroît rapidement. Mais le cétacé file, hélas, aussi vite. À plusieurs reprises, le Canadien s'apprête à lancer son harpon. Quand d'un violent coup de queue, le monstre se dérobe d'un côté ou de l'autre du navire. Le commandant décide alors de braquer le canon sur l'animal. Hélas, le boulet frappe bien le cétacé, mais il glisse sur sa peau et va se perdre à 2000 en mer. La nuit est maintenant tombée, et l'animal semble enfin immobile. C'est le moment que choisit Ned Land pour intervenir. Je le vois accroché d'une main à une corde, de l'autre brandissant son terrible harpon. 20 pieds à peine le séparent du cétacé. Tout à coup, son bras se détend violemment. Le harpon est lancé. Mais au bruit, il semble qu'il a heurté un corps dur. Soudain, 2 énormes trompes d'eau s'abattent sur le pont de la frégate. Un choc effroyable se produit et je suis aussitôt précipité à la mer. Après avoir été entraîné à une profondeur de 20 pieds, je réussis péniblement à revenir à la surface. Mais il fait nuit et j'entrevois une masse noire qui disparaît vers l'est. C'est la frégate. Je me sens perdu. Mes vêtements imprégnés d'eau paralysent mes mouvements. Alors que je commence à me noyer, je me sens violemment tiré hors de l'eau et j'entends « Si monsieur veut avoir l'extrême obligeance de s'appuyer sur mon épaule, monsieur nagera beaucoup plus à son aise. » Je saisis d'une main le bras de mon fidèle Conseil et lui demande étonné « Tu as été précipité en même temps que moi à la mer ?»« Nullement, mais au service de monsieur, j'ai suivi monsieur. »
Quant à la frégate, je crois que monsieur fera bien de ne pas trop compter sur elle. J'ai entendu les hommes de bar crier que l'hélice et le gouvernail étaient brisés par la dent du monstre. C'est la seule avarie, je pense, que l'Abraham Lincoln ait éprouvée. Mais, circonstance fâcheuse, il ne gouverne plus. Oh, alors nous sommes perdus. Peut-être. Cependant, nous avons encore quelques heures devant nous, et en quelques heures, on fait bien des choses. L'imperturbable sang-froid de Conseil me remonte et je me mets à nager vigoureusement. Mais au bout de plusieurs heures, épuisés, nous sommes au bord de la noyade. Soudain, j'entends une voix humaine. Est-ce la voix de quelque autre naufragé du navire? Ou une embarcation de la frégate venue nous secourir? Je ne saurais le dire, car je commence à sombrer. Mais à cet instant précis, je sens un corps dur me heurter, et dans un effort surhumain, je parviens à m'y cramponner, puis à remonter à la surface. À moitié évanoui, je reconnais le harponneur et lui demande d'une voix faible: « Vous aussi, vous avez été précipité à la mer ?»« Ouais, monsieur le professeur, mais plus favorisé que vous, j'ai pu prendre pied presque immédiatement sur un îlot flottant, ou pour mieux dire, sur votre narval gigantesque. »« Expliquez-vous, Ned. » J'ai bien vite compris pourquoi mon harpon n'a pu l'entamer. Devant mon air ébahi, le Canadien ajoute: « Cette bête-là, professeur, est faite en tôle d'acier. » Abasourdi, je me hisse au sommet de l'objet à demi immergé qui nous sert de refuge. Je l'éprouve du pied. C'est en effet un corps dur, impénétrable, et non pas cette substance molle qui forme la masse des grands mammifères marins. Le doute n'est plus possible. Le monstre qui a intrigué le monde savant tout entier est bien une sorte de bateau sous-marin. L'esprit un peu mieux éclairé, je demande à Ned Land: « Mais alors, cet appareil renferme en lui un mécanisme de locomotion et un équipage ?»« Évidemment. Et néanmoins, depuis 3 heures que j'habite cette île flottante, elle n'a pas donné signe de vie. » Je m'apprête à examiner la plateforme de ce curieux bateau quand je le sens s'enfoncer. Le harponneur se met aussitôt à hurler qu'on nous ouvre. Mais il est impossible de se faire entendre au milieu des battements assourdissants de l'hélice. Heureusement pour nous, le mouvement d'immersion s'arrête. Puis une plaque se soulève, un homme apparaît, et nous apercevant, jette un cri bizarre avant de s'enfuir. Quelques instants plus tard, 8 solides gaillards nous entraînent dans leur formidable machine. Un frisson me glace l'épiderme à l'idée d'être enfermé dans cette prison flottante. À qui avons-nous affaire? Sans doute à quelques pirates d'une nouvelle espèce. À peine l'étroit panneau est-il refermé sur nous qu'une obscurité profonde nous enveloppe. Furieux, le Canadien s'écrie: « Mille diables! Voilà des gens qui n'ont aucune notion de l'hospitalité. Il ne leur manque plus que d'être anthropophages. » Toujours très calme, Conseil lui répond aussitôt: « Calmez-vous, Ned. Nous ne sommes pas encore dans la rôtissoire. »« Dans la rôtissoire, non, mais dans le four. Il y fait assez noir. Heureusement, j'ai toujours mon couteau. Et le premier de ces bandits qui met la main sur moi... » Au bout d'une demi-heure, une violente lumière nous aveugle, puis on entend un bruit de verrou et 2 hommes apparaissent. Le plus grand nous examine avec une extrême attention, puis s'entretient avec son compagnon dans une langue inconnue. Nous tentons alors de leur demander ce que l'on fait dans cet étrange sous-marin. Mais les 2 hommes repartent en claquant la porte. Ned Land, lui, laisse éclater sa colère. « C'est une infamie! Comment? On leur parle français, anglais, allemand et même latin, et il n'y en a pas un qui ait la civilité de répondre. Mais enfin, dans tous les pays de la Terre, ouvrir la bouche et remuer les mâchoires ne veut-il pas dire « J'ai faim, donnez-moi à manger !» À croire que le Canadien a été entendu, car tout à coup, un steward entre et apporte des plats. Esquissant un sourire, Conseil annonce au harponneur: « Voilà quelque chose de sérieux, cela s'annonce bien. » Bon, que diable voulez-vous qu'on mange ici, hein? Du foie de tortue, du filet de requin, du beefsteak de chien de mer? Malgré la finesse des mets, je dois dire que le pain et le vin nous manquent déjà. Mais où sommes-nous?
Quelle étrange puissance nous emporte vers les couches les plus reculées de la mer? Après une nuit de sommeil agité, je fais part de mes réflexions à mes compagnons. Je suppose que le hasard nous a rendu maîtres d'un secret important. Or, si l'équipage de ce bateau sous-marin a intérêt à le garder, et si cet intérêt est plus grave que la vie de 3 hommes, je crois notre existence compromise. Dans le cas contraire, le monstre qui nous a engloutis nous rendra au monde habité par nos semblables. Il ne nous reste qu'à attendre. Mais le harponneur est d'un avis contraire. Non, non, professeur, il faut nous sauver. Ned, se sauver d'une prison terrestre est souvent difficile, mais d'une prison sous-marine, cela paraît absolument impraticable. Soit. Alors nous tenterons de nous emparer de ce bâtiment. C'est impossible. On ne peut agir que par ruse. Et ce n'est pas en vous emportant que vous ferez naître des chances favorables. Ned Land a beau promettre de rester calme, je sens néanmoins une colère sourde monter en lui. Les heures s'écoulent et on entend des pas résonner sur la dalle de métal. Puis la porte s'ouvre, laissant apparaître le visage du steward. Comme un fou, le Canadien se précipite sur lui et le saisit à la gorge. Conseil et moi, nous nous ruons alors sur notre compagnon, quand je suis cloué sur place par ces mots prononcés en français. « Calmez-vous, maître Land. Et vous, monsieur le professeur, veuillez m'écouter. Je suis le capitaine Nemo. Et je commande ce sous-marin. Comme vous le constatez, je parle votre langue, et lorsque vous vous êtes présenté lors de notre première entrevue, j'ai tout compris. Même si je ne l'ai pas laissé entrevoir. Les plus fâcheuses circonstances vous ont mis en présence d'un homme qui a rompu avec l'humanité. Vous êtes venu troubler mon existence. Involontairement. Involontairement. Est-ce involontairement que l'Abraham Lincoln me chasse sur toutes les mers? Est-ce involontairement que vous avez pris passage à bord de cette frégate? Est-ce involontairement que vos boulets ont rebondi sur la coque de mon navire, le Nautilus? Enfin, est-ce involontairement que maître Ned Land l'a frappé de son harpon? Vous comprenez donc, monsieur, que j'ai le droit de vous traiter en ennemi. Vous resterez à bord, puisque la fatalité vous y a jeté. Vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer. Le secret de toute mon existence. Ainsi, à partir de ce jour, vous entrez dans un nouvel élément et vous verrez ce que n'a vu encore aucun homme. Stupéfait et néanmoins très en colère, je réplique: ainsi, monsieur, nous sommes vos prisonniers. Absolument. Mais vous aurez la liberté d'aller, de venir, d'observer ce qui se passe ici. Maintenant, si vous voulez visiter le Nautilus, je suis à vos ordres. Pendant que Conseil et Ned Land sont conduits à leur cabine, le capitaine Nemo me mène à sa bibliothèque où pas moins de 12 000 livres de science abondent. En tant que scientifique, j'éprouve une réelle admiration pour tous ces trésors mis à ma disposition. Après une minutieuse visite de l'appareil, le capitaine Nemo me précise: je dois tout à l'océan. Il produit l'électricité. Et l'électricité donne au Nautilus la chaleur, la lumière, le mouvement. Et quand j'ai besoin d'air, je remonte à la surface de la mer pour y respirer, comme le font les baleines. Contrairement à vos navires, ici, pas de choc violent à craindre, car la double coque a la rigidité du fer. Pas d'incendie possible, puisque cet appareil est fait de tôle. Pas de tempête à braver, puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité. Voilà, monsieur, le navire par excellence. Et c'est moi qui l'ai construit de mes mains, et dans le plus grand secret. Avant de me conduire à ma cabine, le capitaine Nemo pousse les panneaux du salon. Soudain, j'aperçois la mer comme si j'étais dans un immense aquarium. Puis il fait le point sur notre position. D'après ses calculs, nous sommes à 300 000 environ des côtes du Japon. Un après-midi, en rentrant dans ma cabine, je trouve un billet sur la table.
le capitaine Nemo nous invite à une partie de chasse sous-marine sur l'île Crespo. Sur son appel, 2 hommes de l'équipage viennent nous aider à revêtir des scaphandres. Et après avoir passé un sas pour supporter les différentes pressions, nos pieds foulent pour la première fois le fond de la mer. C'est une merveille. Un essaim de petits poissons de toutes les couleurs ondule autour de nous. Et avec les rayons du soleil, les rochers et les coquillages se nuancent de toute la palette d'un coloriste. Soudain, je fais un bond en arrière. Une monstrueuse araignée de mer me regarde de ses yeux étranges, prête à s'élancer sur moi. Alerté par mon geste, le capitaine s'approche alors de l'animal et l'abat d'un coup de crosse. Aussitôt, le crustacé tord ses horribles pattes dans des convulsions terribles. Enfin, après plus de 2 heures d'exploration, nous rentrons épuisés, mais émerveillés. Depuis notre point de départ dans les mers du Japon, nous avons fait 5250 lieues. Le capitaine Nemo m'annonce que nous allons gagner l'océan Indien par le détroit de Torres. Mais il est obstrué par d'innombrables brisants qui rendent sa navigation presque impraticable. L'hélice du Nautilus, comme une queue de cétacé, bat alors les flots avec lenteur. Autour du bateau, la mer bouillonne avec furie. Pourtant peu enclin à la peur, Ned Land s'écrie « Voilà une mauvaise mer. Il faut que ce damné capitaine soit certain de sa route, car je vois là des pâtés de coraux qui mettraient sa coque en 1000 pièces si elle les effleurait seulement. » La situation est en effet périlleuse, mais le Nautilus réussit à se glisser jusqu'à l'île de Gueboroa. Soudain, un choc me renverse et je sens une légère gîte sur bâbord. Je cours sur la plateforme, rejoindre le capitaine Nemo et lui demande « Un accident ?» Non, un incident. Un incident, capitaine, qui vous obligera peut-être à redevenir un habitant de ces terres que vous fuyez. Nous nous sommes échoués sur un écueil au moment de la pleine mer. Or, les marées ne sont pas fortes dans le Pacifique. Et si vous ne pouvez délester le Nautilus, ce qui me paraît impossible, je ne vois pas comment il sera renfloué. Sans être ému ni contrarié, le capitaine Nemo me répond « Les marées ne sont pas fortes en effet, mais dans 5 jours c'est la pleine lune. Et vous savez comme moi, professeur, que ce satellite soulèvera un peu plus le niveau de la mer et nous mettra ainsi à flot. Alors, attendons. » Avec la permission du capitaine, mes compagnons et moi sillonnons l'île afin de savourer quelques venaisons et faire des provisions de mangues, d'ananas et de bananes. Tout en se rassasiant, Conseil propose tranquillement « Si nous ne retournions pas ce soir au Nautilus ?» Aussitôt Ned Land ajoute « Si nous n'y retournions jamais !» Mais juste à ce moment, une pierre vient rouler à ses pieds. Intrigué, Conseil déclare « Une pierre ne tombe pas du ciel !» Soudain, à la vue d'un sauvage, le Canadien s'écrie « Au canot, vite !» Nous voyons d'étaler, une centaine de sauvages nous lancent alors une pluie de flèches et de pierres en poussant des hurlements. Néanmoins, nous réussissons à monter dans le canot et regagnons enfin le Nautilus. Dans son salon, le capitaine Nemo est en train de jouer de l'orgue. Haletant, je l'interromps. « Capitaine, des sauvages nous suivent !» Des sauvages?
Et vous vous étonnez qu'ayant mis les pieds sur une des terres de ce globe, vous y trouviez des sauvages. Ne vous inquiétez pas, professeur. Quand bien même tous les indigènes de la Papouasie seraient réunis sur cette plage, le Nautilus n'aurait rien à craindre de leurs attaques. Allez vous coucher. Et demain, à 2h40 de l'après-midi, nous quitterons tranquillement cette île avec la marée. Il m'est impossible de dormir. J'entends le bruit des sauvages qui piétinent sur la plateforme en poussant des cris assourdissants. La nuit me paraît une éternité. À 2h35, le capitaine Nemo paraît enfin dans le salon, l'air serein. Nous allons partir. J'ai donné l'ordre d'ouvrir les panneaux. Et les Papouas ne vont-ils pas pénétrer à l'intérieur du Nautilus? Monsieur Aronnax, on n'entre pas ainsi par les panneaux de mon navire, même quand ils sont ouverts. Venez voir. Quand Conseil et moi, nous nous approchons de l'escalier central, les panneaux sont en effet grands ouverts, malgré la présence d'une vingtaine de sauvages qui poussent des cris de rage. Soudain, ils s'élancent vers la rampe de l'escalier pour nous attaquer, quand ils sont violemment rejetés en arrière par je ne sais quelle force invisible. Je comprends alors que la rampe est en fait un câble de métal chargé d'électricité et qu'il peut, selon sa tension, foudroyer celui qui le touche. Mais je comprends surtout que le Nautilus est vraiment un bateau invincible. Et comme l'avait prévu le capitaine Nemo, l'appareil abandonne sain et sauf les dangereuses passes du détroit de Torres. Nous voici maintenant dans l'océan Indien où nous stationnons au large de l'île de Ceylan. Jetant un œil sur la carte, le capitaine Nemo me propose « Cette terre est célèbre par ses pêcheries de perles. Vous serait-il agréable d'en visiter une ?» Mais, à propos, monsieur Aronnax, vous n'avez pas peur des requins ? Des requins ? Je vous avouerai que je ne suis pas très familiarisé avec ce genre de poisson. Ne vous inquiétez pas, professeur, nous serons armés. Vous verrez, c'est une chasse intéressante. Retrouvez vos compagnons et enfilez vos scaphandres. Je vous attends dans le canot. La vue de multiples poissons apaise ma peur. Alors que j'évolue dans le banc des huîtres perlières, j'aperçois un Indien en récolter avec une habileté surprenante, aussi longtemps que son souffle le permet. Agenouillé sur le sol, je le vois tout à coup faire un geste d'effroi. Un requin immense s'avance vers lui, mâchoire béante. Puis d'un coup de queue, il le frappe à la poitrine, l'étendant aussitôt sur le sol. En quelques secondes, le requin revient et s'apprête à couper le pêcheur en deux. Quand avec une prodigieuse agilité, le capitaine Nemo enfonce sa lame dans le ventre de l'animal. Mais celui-ci, malgré le flot de sang qui jaillit de sa blessure, se retourne et ouvre ses mâchoires comme une gigantesque cisaille. Il est sur le point de les refermer sur le capitaine, quand dans un geste rageur et précis, Ned Land transperce le monstre avec son harpon. Remonté à la surface, le malheureux pêcheur revient à lui, et j'aperçois le capitaine lui glisser un sachet de perles. Ainsi donc, cet homme qui a fui l'humanité n'est pas parvenu encore à tuer son cœur tout entier. Et quand je lui en fais la remarque, il me répond d'un ton ému « Cet Indien, monsieur le professeur, c'est un habitant du pays des opprimés. Et jusqu'à mon dernier souffle, je serai de ce pays-là. » Après avoir passé le canal de Suez et traversé l'archipel grec, nous longeons à présent la côte portugaise, sur l'océan Atlantique. La France et l'Angleterre ne sont pas loin. En quelques jours, nous pourrions y trouver refuge. Mais Ned Land, devenu trop impatient, me lance d'un air mauvais. « C'est pour ce soir. Nous étions convenus d'attendre une circonstance, et cette nuit, nous ne serons qu'à quelques milles de la côte espagnole. J'ai votre parole, monsieur Aronnax, et je compte sur vous. Conseil et moi vous attendrons à l'escalier central, à 9h. Je me suis procuré une clé anglaise pour dévisser les écrous qui attachent le canot à la coque du Nautilus. » « La mer est mauvaise, Ned. » « J'en conviens, professeur, mais nous avons pour une fois la chance de longer des côtes proches de chez nous. À ce soir. »
Au fil des heures, mon malaise devient insupportable. J'ai le désir de rentrer et à la fois le regret d'abandonner ce merveilleux Nautilus. À 9h moins quelques minutes, alors que je m'apprête à rejoindre l'escalier central, je sens un léger choc. Le Nautilus vient sans aucun doute de s'arrêter sur le fond de l'océan. S'avançant vers moi, le capitaine Nemo m'annonce « Ah, monsieur le professeur, je vous cherchais. Nous voici dans la fameuse baie de Vigo, et il ne tient qu'à vous d'en pénétrer les mystères. Regardez. » Il m'est bien sûr impossible de prévenir mes compagnons, et tout projet d'évasion est remis à plus tard. Le capitaine se lève, presse un bouton, et là, devant les vitres, j'aperçois le fond sable net et clair. Soudain, des hommes de l'équipage s'occupent à déblayer des tonneaux à demi pourris au milieu d'épaves encore noircies. De ces caisses s'échappent des lingots d'or et d'argent qu'ils déposent avec précaution au Nautilus. Devant mon air ébahi, le capitaine m'explique que nous sommes à l'endroit où, en 1702, des galions chargés pour le compte du gouvernement espagnol avaient coulé. Et c'est ici qu'il vient encaisser de nombreux millions afin de soulager les peuples opprimés. Après avoir combattu les cachalots et croisé des milliers de pingouins, nous nous trouvons à 30 000 environ de la Martinique et de la Guadeloupe. Installés dans le salon, mes compagnons et moi regardons par les vitres du Nautilus. Quand Ned Land se met tout à coup à crier « Ah, l'épouvantable bête! Ce calmar fait au moins 8 mètres de longueur! Professeur, regardez! En voici d'autres à la vitre de tribord !» Tout à coup, le Nautilus s'arrête. Accouru dans le salon, le capitaine Nemo examine les monstres, puis ferme les panneaux. Étonné, je lui demande « Voici une curieuse collection de poulpes !»« En effet, monsieur le naturaliste, et nous allons les combattre corps à corps. »« Corps à corps ?» Oui, l'hélice est arrêtée. Je pense que les tentacules de l'un de ces calmars se sont engagés dans les branches. Nous allons remonter à la surface et massacrer toute cette vermine. Seulement, mes balles sont impuissantes contre ces chairs molles. Aussi, nous les attaquerons à la hache et au harpon. À peine le Nautilus est-il remonté à la surface que 2 bras d'un poulpe géant s'abattent sur un marin et l'enlèvent avec une violence irrésistible. Le pauvre malheureux, saisi par le tentacule, est collé à ses ventouses et balancé dans l'air. Nous nous précipitons à son secours et nous coupons 7 ou 8 bras. Fou de rage, le capitaine Nemo enfonce de plus belle sa lame. Mais l'animal lance subitement une colonne d'un liquide noirâtre, nous plongeant instantanément dans l'obscurité. Hélas, quand ce nuage se dissipe, le calmar a disparu, emportant avec lui le matelot. Immobile, près du fanal, le capitaine Nemo regarde la mer. De grosses larmes coulent de ses yeux. Jamais je ne pourrai oublier cette terrible scène. Désormais, le Nautilus flotte comme un cadavre au gré des lames. Près de 7 mois se sont écoulés sans que nous ayons de nouvelles de la Terre. À bout de patience, Ned Land me déclare « Monsieur, il faut que cela finisse. Il faut parler au capitaine. Je ne resterai pas ici, j'étouffe !» Quand je pénètre dans la chambre du capitaine, je le trouve courbé sur sa table de travail. À ma vue, il relève brusquement la tête et me dit d'un ton rude « Que voulez-vous » ? Vous parlez d'une affaire qu'il ne m'est pas permis de retarder. Ah oui, et laquelle ? La mer vous a-t-elle livré de nouveaux secrets ? Monsieur, depuis 7 mois nous sommes à votre bord, et je vous demande au nom de mes compagnons comme au mien, si votre intention est de nous y garder toujours. Monsieur Aronnax, je vous répondrai aujourd'hui ce que je vous ai répondu il y a 7 mois. Qui entre dans le Nautilus ne doit plus le quitter. C'est l'esclavage même que vous nous imposez. Donnez-lui le nom qu'il vous plaira. Revenu dans ma cabine, je rapporte ma conversation à mes 2 compagnons. Ned Land conclut aussitôt. « Il n'y a rien à attendre de cet homme. Le Nautilus se rapproche de Long Island. Nous fuirons quel que soit le temps. » Le lendemain matin, hélas, la tempête éclate. Et le Nautilus s'enfonce dans les entrailles de la mer afin d'y trouver des eaux calmes.
Cette fois-ci encore, tout espoir de fuir s'évanouit. Depuis un mois maintenant, le capitaine ne cesse de fixer la mer à travers les vitres de son salon. Peut-être ne devrais-je jamais savoir qui il est, d'où il vient, où il va. Mais je vois de plus en plus l'homme se dégager du savant. Bientôt, un léger roulis m'indique que nous flottons à l'air libre. Soudain, une sourde détonation retentit. Mais le capitaine, perdu dans ses pensées, semble ne pas l'avoir entendu. Je monte alors sur la plateforme et je demande à Ned Land « D'où vient cette détonation ?»« Un coup de canon, monsieur. Je ne saurais reconnaître à quelle nation il appartient, mais je peux vous affirmer que c'est un navire de guerre. En tout cas, si ce bâtiment nous passe à 1 mille, je me jette à la mer et je vous engage à faire comme moi. » Je m'apprête à répondre quand une seconde détonation frappe à mon oreille. Conseil me dit alors d'une voix toujours aussi calme « N'en déplaise à monsieur, ils ont reconnu le narval et ils le canonnent. » Je pense immédiatement au commandant Farragut. Quand nous avons été éjectés de l'Abraham Lincoln, il a dû s'apercevoir que le prétendu monstre était en fait un redoutable bateau sous-marin. Ainsi donc, sur toutes les mers, on poursuit maintenant ce terrible engin de destruction. Le navire cuirassé n'est plus qu'à 3000 et de nombreux boulets se multiplient autour de nous. Soudain, les yeux exorbités par la colère, le capitaine Nemo se met à hurler. « Je vais couler ce navire! Le couler !» Je tente de calmer le capitaine, mais il m'impose immédiatement le silence. « Monsieur, ne vous avisez pas de me juger. Je suis l'opprimé, et voilà l'oppresseur. C'est par lui que ce que j'ai aimé, patrie, femme, enfants, parents, a péri. Tout ce que je hais est là. » L'attaque est maintenant imminente. Les boulets labourent l'eau et s'y vissent avec un sifflement inquiétant. Soudain, je sens le Nautilus s'immerger à quelques mètres au-dessous de la surface des flots. Et je comprends tout de suite que le capitaine Nemo a l'intention de frapper le navire de guerre par en dessous, là où la carapace métallique ne protège plus le bordé. La vitesse du Nautilus s'accroît sensiblement. C'est son élan qu'il prend ainsi. Toute sa coque frémit. Tout à coup, je sens un choc. L'éperon d'acier du Nautilus est en train de passer à travers le vaisseau. Fou, éperdu, je me précipite dans le salon. Le capitaine est là, muet, implacable. Il regarde par le panneau de bâbord la masse énorme du navire qui sombre dans les eaux, emportant avec elle l'équipage tout entier. Et sans que je puisse faire le moindre geste, j'assiste à la lente agonie du navire jusqu'à temps qu'il touche le fond de l'océan. Après cette vision effrayante, le capitaine Nemo ferme les panneaux et donne l'ordre du départ. J'éprouve maintenant une insurmontable horreur pour cet homme. Depuis 15 ou 20 jours, la situation devient insupportable. Déterminé, Ned Land m'annonce « Nous allons fuir la nuit prochaine. Toute surveillance semble avoir disparu. On dirait que la stupeur règne à bord. Vous êtes prêt, monsieur ?»« Oui, mais où sommes-nous » ?»« Je n'en ai aucune idée. Mais je viens de relever des terres à 20 milles dans l'est. La mer est mauvaise, le vent violent. Mais avec le canot, nous avons peut-être une chance de réussir. Si nous devons mourir, Ned, nous mourrons ensemble. Je serai au canot à 10 heures ce soir. Avec 1000 précautions, je rejoins mes compagnons au canot. Alors que Ned Land commence à dévisser les écrous qui nous retiennent encore au Nautilus, nous nous mettons à tourner à une vitesse vertigineuse. Au cri de l'équipage, je comprends que nous nous trouvons sur les dangereux parages de la côte norvégienne. C'est effrayant. À la marée montante, ces eaux forment un tourbillon gigantesque dont aucun navire n'a jamais pu sortir. Pour la première fois, la tôle d'acier du Nautilus
craque sous les eaux bouillonnantes. Combien de temps tiendrons-nous à être ballottés dans cet enfer marin? Mais Ned Land nous crie: « Revissons les écrous! En restant attachés au Nautilus, nous pouvons nous sauver encore! Cours !» Hélas, le Canadien ne peut terminer sa phrase. Le canot vient de se détacher et le voilà projeté comme une pierre au milieu du tourbillon. Sous le choc, je perds connaissance. Je ne sais comment le canot a échappé à l'incroyable remous. Mais je me retrouve couché dans la cabane d'un pêcheur. Et quand je vois mes deux compagnons installés près de moi, je cours les embrasser. C'est donc là, au milieu de ces braves gens qui nous ont recueillis, que je revois toutes mes aventures. En moins de 10 mois, j'ai franchi 20 000 lieues sous les mers. Mais qu'est devenu le Nautilus? Le capitaine Nemo vit-il encore? J'espère sincèrement que son puissant appareil a vaincu la mer et qu'il habite toujours cet océan. Mais j'espère aussi que la contemplation de tant de merveilles éteigne en lui l'esprit de vengeance, que le savant qui vit en lui continue sa paisible exploration des mers, car si sa destinée est étrange, elle est sublime aussi. Et ça, je l'ai compris dès ma première descente sous les flots.